Aujourd'hui, nous allons raconter toute l'histoire du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Pour y parvenir, nous allons utiliser la table chronostratigraphique, un outil qui nous permet de mesurer les temps géologiques qui divisent l'histoire de notre planète. Grâce à elle, nous allons résumer notre histoire depuis le début des temps jusqu'à nos jours. Le but de ce documentaire est que tu comprennes facilement comment le temps s'organise à l'échelle géologique et que tu connaisses les principales caractéristiques qui marquent chaque période de l'histoire. Évidemment, notre idée n'est pas de tout raconter dans les moindres détails, mais de décrire seulement les grands événements qui ont rendu l'humanité possible, car il n'y a pas d'histoire plus importante que celle-là. Et même si nous allons laisser de côté presque tout, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu seras non seulement capable de te situer dans le calendrier géologique de la Terre, mais que tu auras aussi passé un bon moment. Alors, installe-toi confortablement et attache ta ceinture, parce que notre premier arrêt sera la naissance de l'univers, et nous ne comptons pas nous arrêter avant l'ascension de l'humanité. Voici l'histoire de la Terre. Beaucoup de gens se sont demandé ce qu'il y avait avant le Big Bang, et la réponse est rien, car il n'y avait pas d'avant. Certaines théories proposent qu'il existe des dimensions infinies, ou que notre univers est cyclique, mais la science n'a pas encore réussi à confirmer ces hypothèses ni à les écarter complètement. En revanche, nous savons avec certitude que notre univers a commencé à exister à un moment précis, appelé la singularité. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, l'univers a atteint un état extrêmement dense et chaud qui a fini par donner naissance à l'espace et au temps. Ensuite, à mesure qu'il s'est étendu et a commencé à se refroidir, les premiers atomes de matière et d'antimatière sont apparus et s'annihilaient mutuellement. Cependant, une légère asymétrie a fait qu'il est resté un peu de matière qui a fini par se transformer en étoiles et en galaxies. Les premières étoiles étaient énormes et mouraient de façon terriblement violente, mais cela a permis l'apparition d'éléments plus lourds et très différents de l'hydrogène qui dominait jusque-là. Ces immenses supernovas primitives ont forgé presque tous les atomes de notre corps. Comme le dirait Carl Sagan, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Après quelques générations d'étoiles qui explosaient, l'univers a commencé à se charger en éléments lourds. Petit à petit, il a cessé d'être composé presque uniquement d'hydrogène et d'hélium, et il est devenu suffisamment chimiquement sophistiqué pour environ 9 milliards d'années après sa naissance, fabriquer quelque chose d'aussi particulier qu'une planète rocheuse faite surtout de fer et d'oxygène. La Terre. En d'autres termes, nous vivons dans un univers qui, avec le temps, est devenu de plus en plus métallique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre planète a commencé à se former à partir de chocs constants entre des roches spatiales qui orbitaient autour d'une jeune étoile. Nous appelons cet épisode l'AD1, l'éon infernal de l'histoire de la Terre, baptisé en l'honneur d'Hadès, le dieu grec des enfers. C'est là que commence vraiment notre tableau du temps géologique. La Terre et la Lune n'existaient pas encore telles que nous les connaissons. À leur place, il y avait deux protoplanètes, Prototerre et Theia, qui se disputaient la même orbite, jusqu'au jour où elles sont entrées en collision. Theia, une planète de la taille de Mars, est venue percuter Prototerre de plein fouet dans un impact si colossal qu'il a fait fondre et déformer les deux corps. De ce choc titanesque, la Terre a hérité de sa taille actuelle et la matière arrachée a formé un anneau qui s'est compacté et a donné naissance à notre compagne, la Lune, quelques millénaires plus tard. Au début, la Terre et la Lune étaient bien plus proches l'une de l'autre, si bien que la Lune devait apparaître gigantesque dans le ciel et provoquer des séismes très violents. Lorsque la Terre a commencé à se refroidir, la vapeur d'eau s'est échappée de l'intérieur de la planète et a formé une atmosphère très dense qui a transformé le monde en une sorte de sauna mortel. Plus tard, en continuant de se refroidir, cette vapeur s'est condensée et est retombée sous forme de pluies diluviennes qui ont pu durer des millions d'années. C'est ainsi que se sont formés les océans. À cette époque, les marées étaient gigantesques, car la gravité de la Lune était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas encore de continent à submerger par des tsunamis,
Les marées se déplaçaient comme d'immenses vagues à travers un océan global. Dans cet océan, il y avait déjà de la vie, mais à la fin de l'ADN, elle était bien plus simple qu'une bactérie. Ces premiers protobiontes sont les ancêtres de toute la vie sur Terre. Leurs descendants vivront des histoires incroyables et finiront par comprendre des choses qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu concevoir, entre autres parce qu'une simple petite boule de graisse entourant une molécule d'ARN ne peut ni comprendre ni imaginer quoi que ce soit. Ces protobiontes sont nés dans des cheminées hydrothermales sous-marines très abondantes qui transformaient l'océan primitif en une sorte de soupe noire et sombre, si étrange et pourrie qu'elle a fini, d'une manière ou d'une autre, par créer la vie il y a 4 milliards d'années. L'ADN a alors laissé place à l'éon archéen. Si nous pouvions voyager jusqu'au premier jour de l'Archéen, il y a 4 milliards d'années, nous ne reconnaîtrions pas la Terre. Et nous ne pourrions pas y vivre. À cette époque, l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène, mais de grandes quantités de gaz asphyxiants comme le méthane et le dioxyde de carbone. Il y avait même de petites quantités de soufre qui donnaient à l'air une odeur épouvantable, semblable à celle des œufs pourris. Ces gaz faisaient que l'atmosphère avait une couleur beige, avec des reflets vert sombre. À midi, lorsque le soleil était au plus haut, la vie se déroulait sous un ciel vert. Le ciel paraissait vert parce que l'océan contenait beaucoup de fer non oxydé dissous, ce qui donnait à l'eau une teinte verdâtre. Mais si nous changeons de point de vue et observons la Terre depuis l'espace, nous pourrions voir que presque toute la planète était couverte de nuages, et d'énormes tempêtes la frappaient presque en permanence. À l'Archéen, les sons les plus courants étaient ceux de vagues puissantes, de vents violents, de pluies torrentielles et d'orages. Avec le temps, à mesure que la planète se refroidissait, ces conditions extrêmes se sont atténuées. La géographie a commencé à devenir plus variée. La croûte terrestre s'est épaissie et une forme primitive de tectonique des plaques est apparue, ce qui a permis aux premières masses terrestres de se rassembler. Ainsi, au milieu de l'océan global, des îles de plus en plus grandes ont commencé à émerger. La vie est elle aussi devenue plus intéressante. De nombreux types de bactéries et d'archées sont apparus, dont nous finirons par descendre. Cela peut sembler peu, mais c'est déjà bien plus que ce qui existait à l'ADN avec ces protobiontes. De plus, à cette étape, certaines bactéries ont appris à utiliser la lumière du soleil pour se nourrir. Toutefois, la photosynthèse de l'époque n'avait rien à voir avec la nôtre. Les bactéries pourpres libéraient du H2S, du sulfure d'hydrogène, une substance toxique pour toute forme de vie respirant de l'oxygène. Ces bactéries ont dominé la Terre sans oxygène de l'Archéen et ont transformé la planète en une sorte de sauna nauséabond et toxique pendant plus de 2 milliards d'années. Avec le temps, un autre type de photosynthèse semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui est apparu, lequel libère de l'oxygène comme déchet. Mais ces bactéries-là étaient très rares et ne vivaient que dans de petits oasis, où il y avait un peu d'oxygène. Cet oxygène libre était très réactif et toxique pour les bactéries pourpres. La lutte entre les bactéries à photosynthèse verte et celles à photosynthèse pourpre s'est donc poursuivie durant tout le reste de l'éon archéen. Ce fut la première grande guerre de l'histoire de notre planète. Finalement, il y a 2,5 milliards d'années, les bactéries vertes se sont enfin répandues et sont devenues dominantes. C'était une excellente nouvelle pour nous, qui avons besoin d'oxygène pour vivre, mais pour presque toutes les bactéries archaïques, ce fut une véritable catastrophe. Cette grande extinction des bactéries pourpres, provoquée par un empoisonnement à l'oxygène, a transformé la planète au point de marquer le début d'un nouvel éon, le Protérozoïque. L'oxygène n'a pas seulement tué la plupart des êtres vivants de l'époque, il a aussi réagi avec le fer dissous dans l'eau, qui donnait auparavant à l'océan cette couleur verte, et l'a oxydé. Les mers sont ainsi devenues rouges pendant plusieurs millions d'années, jusqu'à ce que ce fer oxydé tombe au fond et forme ce que l'on appelle les formations de fer rubané, des roches de cette période très riche en oxyde. À mesure que l'oxygène a rempli les océans puis s'est échappé vers l'atmosphère, tout a changé. Il a détruit une grande partie du méthane et du soufre atmosphérique, qui étaient alors les principaux gaz à effet de serre.
Le ciel est ainsi devenu plus bleu et moins vert, mais les températures ont également chuté de façon drastique, jusqu'à ce que presque toute la planète se retrouve recouverte de glace lors de la première grande glaciation de la Terre. C'est ce que nous appelons la première Terre boule de neige. Bien sûr, la Terre a eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à ce nouveau climat riche en oxygène, et le Soleil brillait alors moins fort, ce qui ne facilitait rien. C'est pour cela que le début du Protérozoïque a été marqué par de longues périodes glaciaires et un climat très instable. Mais avec le temps, un certain équilibre s'est installé entre les gaz à effet de serre émis par les volcans et les processus biologiques et géologiques qui emprisonnaient le carbone, permettant à la planète de sortir de cette glaciation extrême. C'est durant cette période qu'ont apparu les premières cellules eucaryotes. Ces cellules étaient bien plus grandes que les bactéries, et leur apparition fut probablement le plus grand saut de toute l'histoire de l'évolution. Si les bactéries étaient des maisons, les cellules eucaryotes seraient des villes entières. Ces cellules ont appris à vivre en coopération. Certaines bactéries ont commencé à vivre à l'intérieur de cellules plus grandes, dans un processus appelé endosymbiose. De là sont nées des structures internes comme les mitochondries et les chloroplastes. Par ailleurs, comme il n'y avait pas encore d'herbivores à cette époque, les plages se couvraient de couches et de couches de biofilm vert, une sorte de boue vivante que les marées enfouissaient encore et encore. C'est ainsi que se sont formés les stromatolites, qui ne sont pas des êtres vivants à proprement parler, mais des structures créées par l'activité biologique et les sédiments. Il n'en reste pas moins l'une des preuves les plus importantes de la vie de cette époque. Sans aucun doute, ces stromatolites comptent parmi les formes de vie les plus importantes de toute l'histoire, les seuls à avoir véritablement résisté au passage du temps. Ils existaient déjà vers la fin de l'Archéen et sont encore présents aujourd'hui dans des endroits comme Shark Bay, en Australie. Vers la fin du Protérozoïque, notre système actuel de tectonique des plaques fonctionnait déjà pleinement et les continents se formaient à grande vitesse. Toute cette activité géologique a augmenté l'érosion et, avec elle, la quantité de nutriments déversés dans l'océan. Cela a stimulé la photosynthèse, qui a absorbé beaucoup de CO2 de l'atmosphère, réduisant l'effet de serre de la Terre et déclenchant une nouvelle période de glaciation globale. Le cryogénien a duré environ 200 millions d'années, avec quelques périodes plus clémentes entre deux phases de froid intense. Durant cette période, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère a encore augmenté. Si nous pouvions voyager dans le temps, ce serait la première époque où notre planète aurait été habitable pour nous, même si ce serait de façon plutôt inconfortable, car les niveaux d'oxygène n'atteignaient encore qu'environ la moitié des niveaux actuels. Cependant, vers la fin du cryogénien, il existait déjà des oasis d'eau riches en oxygène qui jouaient le rôle d'incubateurs de diversité pour les premiers animaux, plantes, algues et champignons pluricellulaires. Il restait toutefois un facteur qui freinait les tentatives évolutives les plus audacieuses, le climat. En arrivant à l'Édiacarien, l'environnement est devenu de plus en plus favorable à des organismes de taille moyenne et grande et les êtres pluricellulaires ont commencé à s'amuser en évoluant sous de nombreuses formes nouvelles. Ces créatures à l'aspect mou, aux formes fractales, qui filtraient leur nourriture dans l'eau, ont constitué, semble-t-il, un bon début. Vers la fin de cette période, une hausse de la concentration de calcium dans l'océan et des épisodes de forte oxygénation ont donné naissance à l'une des idées les plus révolutionnaires de la vie. Les squelettes. La capacité de former une coquille primitive est apparue, une sorte de tube dur autour du corps. Être une forme de vie complexe à cette époque, c'était essentiellement être un tube filtrant l'eau, mais protégé par une coquille, un squelette externe. Cela apporte structure, protection et de nouvelles possibilités. Une véritable prouesse évolutive. Des espèces comme Corumbella et Cloudina vivaient dans ce que certains ont appelé le jardin d'Ediacara. Cette époque se caractérisait par des écosystèmes simples, peuplés d'animaux paisibles filtrant leur nourriture et présentant des formes et des symétries curieuses, mais, apparemment, ce monde tranquille est devenu ennuyeux très vite. À un moment donné, un organisme rebelle a eu une idée révolutionnaire, se mettre à manger d'autres animaux. Ainsi est né un niveau complètement nouveau dans la chaîne alimentaire,
Au lieu d'être un filtre rigide, il devenait un prédateur. À partir de là, la guerre a commencé. Avec l'arrivée du Cambrien, presque tous les êtres vivants possédaient un squelette ou avaient appris à s'enfouir dans le sol. Et ça nous arrange bien, car les squelettes donnent des fossiles bien meilleurs que les vers microscopiques et autres formes de vie simples qui existaient auparavant. À cette époque, si tu étais un ver sans squelette, le plus sûr était de rester caché sous terre. C'est ce que beaucoup ont fait, et cela s'est révélé très important. Au Cambrien, il s'est passé tellement de choses marquantes que les scientifiques ont décidé de mettre tout ce qui précède dans un seul grand sac appelé précambrien. Désolé, les stromatolites. Le grand public préfère les animaux spectaculaires, comme Opabinia, qui pouvait se vanter d'avoir 5 yeux. Durant cette période, les proies ont développé des squelettes de plus en plus solides et complexes pour se protéger des prédateurs, et les prédateurs, à leur tour, ont eu besoin d'armes plus dangereuses et d'une plus grande capacité de mouvement. Cette course à l'armement, née de la relation proie-prédateur, a provoqué une immense explosion de diversité dans les formes animales et dans leur mode de vie. Malgré tout, plonger dans un océan du Cambrien pour observer la vie marine serait comme entrer dans un cauchemar psychédélique. Les animaux testaient toutes sortes de corps et de styles de vie complètement loufoques. Mais derrière tant d'étrangetés, se cachaient déjà les ancêtres de presque tous les grands groupes d'animaux actuels. Le niveau d'innovation du Cambrien ne s'est d'ailleurs jamais reproduit chez les animaux. Littéralement, quelque chose a explosé au Cambrien. Cette fameuse explosion cambrienne fut la première explosion de diversité animale de l'histoire. Par exemple, fais la connaissance du trilobite, une créature qui, probablement, te serait très sympathique. Il possède la grande nouveauté de l'époque, un squelette en carbonate de calcium, mais pas seulement. Ses organes sensoriels sont concentrés à l'avant du corps, car il se déplace désormais principalement dans une seule direction. Cela est possible grâce à une nouvelle innovation évolutive, la tête. De plus, son corps est divisé en plusieurs segments et regorge d'appendices pouvant remplir des fonctions variées. Avec un peu de créativité évolutive, cela donne toutes sortes d'usages possibles. Les trilobites ont existé dans presque toutes les tailles imaginables et étaient très communs. On pourrait dire qu'il n'aurait pas été surprenant d'en trouver sur une plage près de chez toi. La faune cambrienne, en tant que premier grand ensemble d'animaux de l'histoire, est pleine de créatures fascinantes qui mériteraient une étude détaillée. Mais ce n'est pas notre objectif ici. Mais où est-ce que nous entrons dans tout ça? Et par nous, j'entends tous les vertébrés. Poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Tu es un mammifère, au cas où tu l'aurais oublié. Je te présente Pikaia. Ce n'est pas l'animal le plus bizarre ni le plus spectaculaire de cette faune, mais il appartient au groupe qui finira par donner naissance à la lignée ayant inventé la colonne vertébrale, une caractéristique clé de tous les vertébrés. Cependant, à la fin du Cambrien, une grande extinction a frappé durement la vie animale. Une nouvelle vague de diversification a suivi, mais cette fois, les animaux ont commencé à avoir des formes un peu plus proches de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les trilobites étaient toujours là, mais ils vivaient désormais dans la crainte d'immenses céphalopodes à coquilles, comme Camérocéras, qui est devenu un nouveau type de super-prédateur. Certains des groupes étranges du Cambrien, comme les arthropodes radiodontes, ont aussi eu leur propre version baleine, avec un géant filtreur comme Aegirocassis, véritable colosse pour l'époque. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premiers poissons. Ils n'avaient pas encore de mâchoire et se nourrissaient donc avec des bouches bizarres, comme celle de Sacabambaspis. En revanche, ils portaient une sorte d'armure pour se protéger des prédateurs, un détail qui s'avérera très important par la suite. Jusqu'ici, notre histoire se déroulait uniquement dans l'eau, mais durant l'Ordovicien apparaissent les premières plantes vivant sur la terre ferme. À ce moment-là, elles sont encore limitées aux milieux très humides, plages, rives des rivières et zones marécageuses. Ces premières bryophytes se sont lancées dans un travail très exigeant, former le sol, la base de tous les écosystèmes terrestres. L'Ordovicien se termine avec la première grande extinction massive de la planète et la deuxième plus grave de toute l'histoire,
qui a éliminé plus de 85% des espèces de l'époque. Un climat glaciaire s'est installé et les scientifiques débattent encore pour savoir si les causes étaient uniquement terrestres ou si des facteurs venus de l'espace ont aussi joué un rôle. Au Silurien, une nouvelle phase de diversification après l'extinction a fait que les poissons sont devenus de plus en plus communs, même si les scorpions de mer carnivores restaient une grande menace pour les poissons dépourvus de mâchoires jusqu'au moment où ces poissons ont appris à mordre en retour. L'apparition des poissons à mâchoires a complètement transformé les océans. Avec le temps, ils se sont divisés en poissons cartilagineux et poissons osseux, qui coexistaient avec d'autres poissons plus primitifs. Certains ont même développé des nageoires charnues et musclées. Pendant ce temps, sur les continents, ces bryophytes s'étaient tellement étendues et entremêlées qu'elles étaient capables de soutenir d'énormes champignons pouvant atteindre 8 mètres de haut, comme prototaxites. Les puissantes enzymes des champignons décomposent la roche morte et la matière organique, transformant un sol qui n'était auparavant qu'une poussière stérile en un système vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui. À ce moment-là, ces champignons étaient les plus grandes structures vivantes de la terre ferme, mais ils ont rapidement été dépassés par des plantes qui venaient de débloquer une capacité clé, transporter l'eau et les nutriments en leur sein grâce à des tubes vasculaires. C'est à ce moment-là que les premières plantes vasculaires apparaissent. Elles se reproduisent à l'aide de spores unicellulaires et ne peuvent vivre que dans des environnements humides. Leur grand avantage est qu'elles peuvent s'éloigner davantage des plans d'eau grâce à leurs racines et grandir en hauteur grâce à leur nouveau système de transport de l'eau. C'est important, car toute zone de terre ensoleillée sans plantes est, en termes végétaux, un buffet à volonté. Parallèlement, certains arthropodes en ont eu assez de la compétition brutale et de la prédation féroce dans les océans et ont réussi à s'adapter aux premiers écosystèmes terrestres sans imaginer que, plus tard, ils deviendraient aussi variés et délirants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Nous arrivons au Dévonien, connu comme l'âge des poissons. À ce stade, la mâchoire est déjà un succès total. Les premiers requins et les placodermes, comme Dunkleostus, qui pouvaient atteindre 7 mètres, deviennent les grands prédateurs des océans. Et ce rôle ne reviendra plus jamais aux invertébrés, entre autres parce qu'ils n'ont pas de mains. D'une certaine façon, les écosystèmes modernes commencent à prendre forme au Dévonien. Dans la mer, avec un âge des poissons, qui, d'une certaine manière, continue jusqu'à aujourd'hui, et sur Terre, avec l'apparition des premières forêts. Ces arbres sont en réalité d'immenses fougères, des lycophytes et des prêles qui se reproduisent encore par spore. Donc, même s'ils peuvent progresser à l'intérieur des terres, ils ne sont pas aussi polyvalents que les plantes modernes capables de vivre même dans les déserts. Sous la canopée de ces premières forêts, les arthropodes terrestres sont aux anges. Les premiers insectes se diversifient en même temps que les myriapodes et les chélicérés. Certains poissons à nageoires charnues décident que la terre ferme est beaucoup trop intéressante pour être ignorée. De ce groupe naissent les tétrapodes, ce qui signifie 4 pattes. Au bout d'environ 20 millions d'années, ces premiers tétrapodes donnent naissance aux amphibiens, qui sont en gros des poissons tétrapodes adaptés à une vie entre l'eau et la terre. Il est facile d'imaginer que l'évolution suit une ligne droite et que tous ces poissons étaient déterminés à devenir des animaux terrestres, mais ce n'était pas le cas. Les amphibiens avaient tout ce dont ils avaient besoin dans l'eau. Ils y déposaient leurs œufs et y trouvaient leur nourriture. De plus, la terre ferme était peuplée d'animaux, disons pas très charismatiques. Puis une autre extinction massive détruit une grande partie de la diversité du Dévonien et ouvre la voie au Carbonifère. Pendant ce temps-là, les trilobites traînent encore dans les parages. À mesure que les communautés végétales forment de plus en plus de sols, et grâce à un climat chaud et humide, une immense forêt quasi mondiale se développe au Carbonifère. Ces plantes utilisent la lignine, une molécule très résistante mais flexible, pour construire leur corps hauts et robustes. C'est génial pour la plante, mais très difficile à digérer pour les bactéries et les champignons. C'est pourquoi ces forêts posent un sérieux problème à leur cycle du carbone. Durant leur vie, elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.
Mais lorsqu'elles meurent, les organismes décomposeurs ne parviennent pas à transformer tout ce matériel en dioxyde de carbone et le cycle reste donc incomplet. Quand ces arbres meurent, au lieu de se décomposer complètement, ils s'empilent et se retrouvent enfouis les uns sur les autres. Avec le temps, l'oxygène continue de s'accumuler dans l'atmosphère et le carbone reste piégé dans le sol. Tout cet oxygène permet l'apparition d'arthropodes géants comme Meganeura, une libellule énorme qui, en plus, inaugure une grande nouveauté évolutive, le vol. Les insectes deviennent les premiers animaux capables de voler. La terre ferme est également remplie d'autres arthropodes géants, comme Arthropleura, et la planète aurait pu devenir le monde des araignées si un courageux lignage de tétrapodes n'avait pas donné naissance aux poissons terrestres. Les amniotes. Ces animaux apprennent à pondre des œufs à coquilles qui protègent l'embryon de la dessiccation. Grâce à cela, ils ne dépendent plus de l'eau pour se reproduire. À la fin du Carbonifère, les amniotes se sont déjà divisés en deux groupes, les Sauropsida et les Synapsida. La différence réside dans le nombre de fenêtres présentes dans le crâne, même si, extérieurement, ils ressemblent encore beaucoup à des lézards. À la fin du Carbonifère, les grandes forêts tropicales de la planète s'effondrent lors de la première grande extinction qui touche surtout la vie sur les continents. Pendant très longtemps, leurs troncs mal décomposés s'accumulent et s'enfouissent, piégeant du carbone qui se trouvait auparavant dans l'atmosphère. Cela réduit l'effet de serre de la Terre, déclenche une glaciation et, avec elle, une nouvelle extinction massive. C'est durant cette période que s'est formée la majorité du charbon fossile, c'est pourquoi nous appelons cette époque le Carbonifère. À ce moment-là, la Pangée est déjà complètement assemblée, mais les supercontinents ont généralement d'immenses déserts en leur centre. Cela, combiné à une glaciation au pôle sud, conduit à une désertification quasi mondiale. Malgré tout, avec le temps, le climat commence à redevenir plus favorable à la vie sur les continents. Dans ce monde de plantes, apparaissent alors les gymnospermes, comme les pins modernes et les araucaria. Contrairement aux pseudo-arbres précédents, ces plantes utilisent des graines formées de nombreuses cellules, capables de mieux résister aux périodes de sécheresse. Jusque-là, les plantes se reproduisaient par spores unicellulaires, comme les fougères actuelles. Grâce aux gymnospermes, un nouveau type de forêt voit le jour, plus adapté aux animaux capables de supporter des environnements secs. Les poissons amniotes y voient une formidable opportunité. C'est la première fois qu'ils prennent le contrôle des écosystèmes terrestres, et depuis, ils n'ont plus jamais quitté cette position au Permien. Ils perdent leur allure de cafards et commencent à expérimenter de nombreuses formes différentes. Les animaux de cette époque semblent tout droit sortis d'un autre monde et, malheureusement, ils sont aujourd'hui bien moins connus qu'ils ne le mériteraient. Ces communautés de tétrapodes amniotes vivant sur la Pangée au Permien constituent la première grande mégafaune terrestre. Elles explorent de nombreux modes de vie. Il y a des formes herbivores et carnivores. Certaines grimpent aux arbres, d'autres nagent dans les rivières. Et, de façon surprenante, il semble que les amniotes synapsides, les ancêtres des mammifères, étaient en train de devenir le groupe dominant. D'une certaine manière, le Permien a été une première ère des mammifères qui a mal tourné. Mais, paradoxalement, si elle n'avait pas mal tourné, les vrais mammifères ne seraient jamais apparus. À la fin du Permien, il y a environ 252 millions d'années, a eu lieu l'extinction massive la plus brutale de l'histoire. Plus de 90% des espèces de la planète ont disparu. Un gigantesque déversement de lave en Sibérie a duré des milliers d'années. Le volcanisme et les gaz ont assombri le ciel, asphyxié les plantes et les animaux et contaminé les eaux. Cet événement est connu sous le nom de Grande Mort, la mère de toutes les extinctions massives, et il représente le moment où la vie animale a été la plus proche de disparaître complètement. Ainsi s'est achevé l'ère paléozoïque. Les rares survivants ont hérité de la planète et donné naissance à l'ère mésozoïque. Cette fois, même les trilobites n'ont pas survécu. Ils ont disparu pour toujours à la fin du Permien. Le Triasique commence avec une terre dévastée et une vie très appauvrie. La Pangée rend toujours la vie difficile sur les continents à cause de ces conditions climatiques et les écosystèmes mettent environ 20 millions d'années à retrouver la diversité perdue à la fin du Permien.
Les rôles dans l'écosystème sont similaires, mais les acteurs ont changé. Les amniotes synapsides, qui dominaient autrefois la Terre, sont réduits à deux survivants importants, le dicynodonte Lystrosaurus et le cynodonte Trinaxodon. Ce dernier mérite d'être suivi de près. Lystrosaurus est peut-être l'espèce la plus emblématique de la Grande Mort. Il s'enterrait dans le sol et cette capacité a pu être la clé de sa survie à la limite Permien-Trias. Au début du Triasique, il se multiplie partout. Jamais plus dans l'histoire des écosystèmes terrestres, une seule espèce ne dominera autant. Pendant un temps, il se diversifie même et grandit, donnant des formes comme Placerias, d'une tonne, et Lysovicia, le premier géant de l'ère des dinosaures, d'environ 7 tonnes, qui, ironiquement, était bien plus proche des mammifères, mais ce succès ne durera pas. À partir du milieu du Triasique, une série de reptiles très étranges commence à dominer le monde, et les dicynodontes deviennent presque éteints. Seuls les cynodontes continuent de représenter les synapsides. Pendant ce temps, la Pangée commence à se fracturer et le climat devient plus humide et plus agréable. Un groupe appelé Archosauria commence à s'imposer. De lui naîtront les ptérosaures, les crocodiles, les phytosaures et de nombreux autres animaux aujourd'hui disparus, comme les éthosaures, qui ressemblaient à des crocodiles herbivores. Pour te donner une idée de la diversité des archosauromorphes au Triasique, regarde ces exemples. Tanystrophus avait un cou immense et menait une vie semi-aquatique. Si tu n'as pas de perche, deviens la perche. Ephigia était un crocodile herbivore, bipède et doté d'un bec qui, à première vue, pourrait être confondu avec un dinosaure, tandis que Shringasaurus était ce qui se rapproche le plus d'un dragon qui ait jamais existé. Il ne lui manquait que les ailes. Toutes ces formes d'archosaures rivalisaient entre elles, occupant les différentes niches laissées vacantes après la Grande Mort. Les dinosaures n'étaient pas encore les maîtres du monde, mais ils commençaient déjà à se diversifier. Beaucoup étaient bipèdes et généralistes, comme Herrerasaurus, et d'autres étaient des sauropodomorphes comme Plateosaurus, qui fut le plus grand dinosaure du Triasique, avec environ 4 tonnes. Le Triasique marque aussi la fin du monopole des poissons dans les océans, grâce à l'apparition des premiers reptiles marins, comme les ichthyosaures. De ce groupe est né le premier véritable géant animal, Cymbospondylus. Mais, comme pour les périodes précédentes, le Triasique se termine par une nouvelle extinction massive qui ouvre la voie au Jurassique. C'est pourquoi les animaux triasiques nous paraissent si étranges. Ils sont coincés entre deux grandes extinctions et descendent des rares survivants de la pire de toutes. La plupart des créatures qui ont vécu au Triasique n'ont existé qu'à cette époque. Mais certains survivants de cette extinction te sont très familiers aujourd'hui. Pendant le Jurassique, les dinosaures s'emparent complètement de la planète. Ils sont les grands gagnants de la loterie de l'extinction. En plus des sauropodes et des théropodes, un autre groupe, les dinosaures ornithischiens, commence lui aussi à se diversifier. Dans les forêts de conifères et de cicadales, se nourrissent les sauropodes, dinosaures herbivores géants qui, à cette époque, donnent des espèces comme Diplodocus et Brachiosaurus. Ce sont alors les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé. Le point culminant du gigantisme dans l'histoire de la vie sur la terre ferme. D'autres acteurs importants sont les herbivores ornithischiens, comme Stegosaurus, et les théropodes carnivores, comme Allosaurus. Cette nouvelle phase, plus favorable à la vie, est due principalement à des changements géologiques et climatiques liés à la fragmentation de la Pangée. Avec davantage de zones côtières, l'humidité atteint plus de régions et la vie sur les continents devient plus riche et plus productive. Un groupe de petits dinosaures à plumes, les coelurosaures, donne naissance à la lignée des oiseaux, les dinosaures paraviens. Mais ces premières formes paraviennes ne volent pas encore en battant des ailes comme les oiseaux actuels. Elles utilisent leurs plumes pour réguler leur température, se montrer, se protéger et planer d'un arbre à l'autre. Les petits cynodontes qui ont survécu au passage au Jurassique commencent eux aussi à se diversifier et donnent les premiers vrais mammifères. C'est à cette époque, il y a plus de 150 millions d'années,
que les mammifères se divisent en 3 grandes lignées, ceux qui continuent de pondre des œufs, les monotrèmes, les marsupiaux et les placentaires, chacun avec sa propre façon de porter et nourrir les petits. Même s'ils restent de petite taille et ne peuvent concurrencer les dinosaures pour les grandes niches écologiques, les mammifères sont très abondants. Certains planent déjà d'arbre en arbre, comme Volaticotherium, et d'autres nagent dans des eaux peu profondes, comme Castorocauda. Mais beaucoup ont encore l'apparence de Juramaia ou de Morganucodon. Malgré tout, le Jurassique se termine par une extinction assez importante, qui ne met toutefois pas fin à la domination des dinosaures, lesquels continuent de régner sur un monde de plus en plus chaud. Le Crétacé est l'époque des dinosaures les plus célèbres et les plus spectaculaires. Les coelurosaures aviens, ceux qui donneront les oiseaux, se diversifient et commencent à rivaliser avec les ptérosaures pour le contrôle du ciel. Une autre branche de coelurosaures grandit et devient des superprédateurs, comme Tyrannosaurus rex. À cette époque, apparaissent d'autres types de dinosaures, comme les cératopsiens, les hadrosaures et les ankylosaures. Pendant ce temps, les sauropodes battent de nouveaux records de taille grâce au groupe des titanosaures, comme Patagotitan, bien plus grands que leurs ancêtres jurassiques. Un groupe de ptérosaures se met lui aussi au gigantisme, les Ashdarchidés, comme Quetzalcoatlus, surnommé la girafe volante. C'est le plus grand animal volant qui ait jamais existé, avec une envergure d'environ 13 mètres d'aile à aile. Le Crétacé est extrêmement long, il dure environ 80 millions d'années. Il y a plus de temps entre le début et la fin du Crétacé qu'entre la fin du Crétacé et aujourd'hui Tyrannosaurus rex, par exemple, est l'un des derniers dinosaures non aviens à avoir vécu sur Terre. Il était là quand tout s'est terminé. Mais son espèce n'a existé que durant les 2 derniers millions d'années du Crétacé. Stegosaurus, lui, a vécu 100 millions d'années plus tôt. Autrement dit, T-Rex est plus proche de nous dans le temps que de Stegosaurus. Durant le Crétacé, il se passe un événement clé. Les angiospermes apparaissent et se diversifient. Ce sont les plantes à fleurs et à fruits. Aujourd'hui, ce groupe est environ 300 fois plus diversifié que les gymnospermes, qui dominaient jusque vers la fin du Jurassique. Qui aurait cru qu'une fleur simple comme Archefructus finirait par tout changer? Les plantes à fleurs s'associent à des insectes qui entrent dans leur cycle reproductif en échange d'une source d'énergie facile sous forme de... Aujourd'hui, nous allons raconter toute l'histoire du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Pour y parvenir, nous allons utiliser la table chronostratigraphique, un outil qui nous permet de mesurer les temps géologiques qui divisent l'histoire de notre planète. Grâce à elle, nous allons résumer notre histoire depuis le début des temps jusqu'à nos jours. Le but de ce documentaire est que tu comprennes facilement comment le temps s'organise à l'échelle géologique et que tu connaisses les principales caractéristiques qui marquent chaque période de l'histoire. Évidemment, notre idée n'est pas de tout raconter dans les moindres détails, mais de décrire seulement les grands événements qui ont rendu l'humanité possible, car il n'y a pas d'histoire plus importante que celle-là. Et même si nous allons laisser de côté presque tout, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu seras non seulement capable de te situer dans le calendrier géologique de la Terre, mais que tu auras aussi passé un bon moment. Alors, installe-toi confortablement et attache ta ceinture, parce que notre premier arrêt sera la naissance de l'univers, et nous ne comptons pas nous arrêter avant l'ascension de l'humanité. Voici l'histoire de la Terre. Beaucoup de gens se sont demandé ce qu'il y avait avant le Big Bang, et la réponse est rien, car il n'y avait pas d'avant. Certaines théories proposent qu'il existe des dimensions infinies, ou que notre univers est cyclique, mais la science n'a pas encore réussi à confirmer ces hypothèses, ni à les écarter complètement. En revanche, nous savons avec certitude que notre univers a commencé à exister à un moment précis, appelé la singularité. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, l'univers a atteint un état extrêmement dense et chaud qui a fini par donner naissance à l'espace et au temps. Ensuite, à mesure qu'il s'est étendu et a commencé à se refroidir, les premiers atomes de matière et d'antimatière sont apparus et s'annihilaient mutuellement. Cependant, une légère asymétrie a fait qu'il est resté un peu de matière qui a fini par se transformer en étoiles et en galaxies.
Les premières étoiles étaient énormes et mouraient de façon terriblement violente, mais cela a permis l'apparition d'éléments plus lourds et très différents de l'hydrogène qui dominait jusque-là. Ces immenses supernovas primitives ont forgé presque tous les atomes de notre corps. Comme le dirait Carl Sagan, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Après quelques générations d'étoiles qui explosaient, l'univers a commencé à se charger en éléments lourds. Petit à petit, il a cessé d'être composé presque uniquement d'hydrogène et d'hélium, et il est devenu suffisamment chimiquement sophistiqué pour environ 9 milliards d'années après sa naissance, fabriquer quelque chose d'aussi particulier qu'une planète rocheuse faite surtout de fer et d'oxygène. La Terre. En d'autres termes, nous vivons dans un univers qui, avec le temps, est devenu de plus en plus métallique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre planète a commencé à se former à partir de chocs constants entre des roches spatiales qui orbitaient autour d'une jeune étoile. Nous appelons cet épisode l'Adéen, l'éon infernal de l'histoire de la Terre, baptisé en l'honneur d'Hadès, le dieu grec des enfers. C'est là que commence vraiment notre tableau du temps géologique. La Terre et la Lune n'existaient pas encore telles que nous les connaissons. À leur place, il y avait deux protoplanètes, Prototerre et Theia, qui se disputaient la même orbite, jusqu'au jour où elles sont entrées en collision. Theia, une planète de la taille de Mars, est venue percuter Prototerre de plein fouet dans un impact si colossal qu'il a fait fondre et déformer les deux corps. De ce choc titanesque, la Terre a hérité de sa taille actuelle et la matière arrachée a formé un anneau qui s'est compacté et a donné naissance à notre compagne, la Lune, quelques millénaires plus tard. Au début, la Terre et la Lune étaient bien plus proches l'une de l'autre, si bien que la Lune devait apparaître gigantesque dans le ciel et provoquer des séismes très violents. Lorsque la Terre a commencé à se refroidir, la vapeur d'eau s'est échappée de l'intérieur de la planète et a formé une atmosphère très dense qui a transformé le monde en une sorte de sauna mortel. Plus tard, en continuant de se refroidir, cette vapeur s'est condensée et est retombée sous forme de pluies diluviennes qui ont pu durer des millions d'années. C'est ainsi que se sont formés les océans. À cette époque, les marées étaient gigantesques, car la gravité de la Lune était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas encore de continent à submerger par des tsunamis. Les marées se déplaçaient comme d'immenses vagues à travers un océan global. Dans cet océan, il y avait déjà de la vie, mais à la fin de l'Adéen, elle était bien plus simple qu'une bactérie. Ces premiers protobiontes sont les ancêtres de toute la vie sur Terre. Leurs descendants vivront des histoires incroyables et finiront par comprendre des choses qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu concevoir. Entre autres parce qu'une simple petite boule de graisse entourant une molécule d'ARN ne peut ni comprendre ni imaginer quoi que ce soit. Ces protobiontes sont nés dans des cheminées hydrothermales sous-marines très abondantes qui transformaient l'océan primitif en une sorte de soupe noire et sombre, si étrange et pourrie qu'elle a fini, d'une manière ou d'une autre, par créer la vie il y a 4 milliards d'années. L'Adéen a alors laissé place à l'éon archéen. Si nous pouvions voyager jusqu'au premier jour de l'Archéen, il y a 4 milliards d'années, nous ne reconnaîtrions pas la Terre. Et nous ne pourrions pas y vivre. À cette époque, l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène, mais de grandes quantités de gaz asphyxiants comme le méthane et le dioxyde de carbone. Il y avait même de petites quantités de soufre qui donnaient à l'air une odeur épouvantable, semblable à celle des œufs pourris. Ces gaz faisaient que l'atmosphère avait une couleur beige, avec des reflets vert sombre. À midi, lorsque le soleil était au plus haut, la vie se déroulait sous un ciel vert. Le ciel paraissait vert parce que l'océan contenait beaucoup de fer non oxydé dissous, ce qui donnait à l'eau une teinte verdâtre. Mais si nous changeons de point de vue et observons la Terre depuis l'espace, nous pourrions voir que presque toute la planète était couverte de nuages et d'énormes tempêtes la frappaient presque en permanence. À l'Archéen, les sons les plus courants étaient ceux de vagues puissantes, de vents violents, de pluies torrentielles et d'orages. Avec le temps, à mesure que la planète se refroidissait, ces conditions extrêmes se sont atténuées. La géographie a commencé à devenir plus variée.
La croûte terrestre s'est épaissie et une forme primitive de tectonique des plaques est apparue, ce qui a permis aux premières masses terrestres de se rassembler. Ainsi, au milieu de l'océan global, des îles de plus en plus grandes ont commencé à émerger. La vie est elle aussi devenue plus intéressante. De nombreux types de bactéries et d'archées sont apparus, dont nous finirons par descendre. Cela peut sembler peu, mais c'est déjà bien plus que ce qui existait à l'AD1 avec ses protobiontes. De plus, à cette étape, certaines bactéries ont appris à utiliser la lumière du soleil pour se nourrir. Toutefois, la photosynthèse de l'époque n'avait rien à voir avec la nôtre. Les bactéries pourpres libéraient du H2S, du sulfure d'hydrogène, une substance toxique pour toute forme de vie respirant de l'oxygène. Ces bactéries ont dominé la Terre sans oxygène de l'Archéen et ont transformé la planète en une sorte de sauna nauséabond et toxique pendant plus de 2 milliards d'années. Avec le temps, un autre type de photosynthèse semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui est apparu, lequel libère de l'oxygène comme déchet. Mais ces bactéries-là étaient très rares et ne vivaient que dans de petits oasis, où il y avait un peu d'oxygène. Cet oxygène libre était très réactif et toxique pour les bactéries pourpres. La lutte entre les bactéries à photosynthèse verte et celles à photosynthèse pourpre s'est donc poursuivie durant tout le reste de l'éon archéen. Ce fut la première grande guerre de l'histoire de notre planète. Finalement, il y a 2,5 milliards d'années, les bactéries vertes se sont enfin répandues et sont devenues dominantes. C'était une excellente nouvelle pour nous, qui avons besoin d'oxygène pour vivre, mais pour presque toutes les bactéries archaïques, ce fut une véritable catastrophe. Cette grande extinction des bactéries pourpres, provoquée par un empoisonnement à l'oxygène, a transformé la planète au point de marquer le début d'un nouvel éon, le Protérozoïque. L'oxygène n'a pas seulement tué la plupart des êtres vivants de l'époque, il a aussi réagi avec le fer dissous dans l'eau, qui donnait auparavant à l'océan cette couleur verte, et l'a oxydé. Les mers sont ainsi devenues rouges pendant plusieurs millions d'années, jusqu'à ce que ce fer oxydé tombe au fond et forme ce que l'on appelle les formations de fer rubané, des roches de cette période très riche en oxyde. À mesure que l'oxygène a rempli les océans puis s'est échappé vers l'atmosphère, tout a changé. Il a détruit une grande partie du méthane et du soufre atmosphérique, qui étaient alors les principaux gaz à effet de serre. Le ciel est ainsi devenu plus bleu et moins vert, mais les températures ont également chuté de façon drastique, jusqu'à ce que presque toute la planète se retrouve recouverte de glace lors de la première grande glaciation de la Terre. C'est ce que nous appelons la première Terre boule de neige. Bien sûr, la Terre a eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à ce nouveau climat riche en oxygène, et le Soleil brillait alors moins fort, ce qui ne facilitait rien. C'est pour cela que le début du Protérozoïque a été marqué par de longues périodes glaciaires et un climat très instable. Mais avec le temps, un certain équilibre s'est installé entre les gaz à effet de serre émis par les volcans et les processus biologiques et géologiques qui emprisonnaient le carbone, permettant à la planète de sortir de cette glaciation extrême. C'est durant cette période qu'ont apparu les premières cellules eucaryotes. Ces cellules étaient bien plus grandes que les bactéries, et leur apparition fut probablement le plus grand saut de toute l'histoire de l'évolution. Si les bactéries étaient des maisons, les cellules eucaryotes seraient des villes entières. Ces cellules ont appris à vivre en coopération. Certaines bactéries ont commencé à vivre à l'intérieur de cellules plus grandes, dans un processus appelé endosymbiose. De là sont nées des structures internes comme les mitochondries et les chloroplastes. Par ailleurs, comme il n'y avait pas encore d'herbivores à cette époque, les plages se couvraient de couches et de couches de biofilms verts, une sorte de boue vivante que les marées enfouissaient encore et encore. C'est ainsi que se sont formés les stromatolites, qui ne sont pas des êtres vivants à proprement parler, mais des structures créées par l'activité biologique et les sédiments. Il n'en reste pas moins l'une des preuves les plus importantes de la vie de cette époque. Sans aucun doute, ces stromatolites comptent parmi les formes de vie les plus importantes de toute l'histoire, les seuls à avoir véritablement résisté au passage du temps. Ils existaient déjà vers la fin de l'Archéen et sont encore présents aujourd'hui dans des endroits comme Shark Bay, en Australie. Vers la fin du Protérozoïque, notre système actuel de tectonique des plaques fonctionnait déjà pleinement
et les continents se formaient à grande vitesse. Toute cette activité géologique a augmenté l'érosion et, avec elle, la quantité de nutriments déversés dans l'océan. Cela a stimulé la photosynthèse, qui a absorbé beaucoup de CO2 de l'atmosphère, réduisant l'effet de serre de la Terre et déclenchant une nouvelle période de glaciation globale. Le cryogénien a duré environ 200 millions d'années, avec quelques périodes plus clémentes entre deux phases de froid intense. Durant cette période, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère a encore augmenté. Si nous pouvions voyager dans le temps, ce serait la première époque où notre planète aurait été habitable pour nous, même si ce serait de façon plutôt inconfortable.